Salut l'équipe, Live and Die and LA. Les Clippers y vivent, n'y sont pas morts, mais surtout rêvent d'y gagner un jour. Revenus au complet, en ayant parfaitement géré la trade deadline et surtout avec la signature aussi bling-bling que risquée de Russell Westbrook, les Clippers, un petit peu sous les radars depuis le début de saison, sont redevenus la target numéro 1 pour le bal de fin d'année. Dans la ville des anges, mais aussi des paillettes, seule la victoire compte ici. On se souvient encore de Lob City qui avait fini en Zob City, malheureusement, triste, mais tellement prévisible. Cette fois-ci, les Clippers sont la tête et les baskets plus proches du parquet. Espérons que ça soit bon signe. Les Clippers sont et ont toujours été un fantasme depuis 20 ans. Mais un fantasme qui n'a jamais vu le jour, malheureusement. Mais l'avantage avec les fantasmes, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que cela va arriver. La preuve, cette semaine, le First Day Show se tourne au centre d'entraînement des Los Angeles Clippers. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi, vous le savez, c'est le First Day Show et ce jeudi, c'est un First Day Show exceptionnel avec comme d'habitude Thomas Dufan. Bonjour. Et Nicolas Batum. Vous le voyez, j'ai laissé mon bureau, mon bureau, mon studio à Paris. On est venu à Los Angeles rencontrer au cœur de l'information Nicolas Batum. Comment ça va Nico? Ça va bien et toi? Ça va très très bien, on est ravis. Franchement, merci pour l'accueil. Thomas, on est un peu ému d'être là. Hein. Ému, je sais pas, mais en tout cas très excité. Franchement, on est content T'es d'être content, là. toi, pro Lakers, toi, d'être là? Ouais, je suis quand même à Los Angeles. Il a Moi, quand tant même que je le suis à micro Los jaune, Angeles, Il a quand même le micro jaune. au cas où. Un petit rappel, et puis on va pouvoir parler de Russell Westbrook. Et je vais essayer d'être sympa avec Russell Westbrook parce que j'ai envie de l'être. Et puis voilà, ça fait kiffer d'être dans les vrais salles NBA avec le vrai parquet, les vrais ballons, les vrais sièges, les vrais joueurs aussi. Oui. Donc je suis ravi d'être là, bien sûr. Je sais pas quand je dois le prendre vrai joueur. pendant que nos amis derrière mettaient tout en place, j'ai fait quelques shoots. Les repères, Nico, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les repères, c'est un délire. Je pense que j'ai mis 3-4 tirs, enfin un peu plus même. À toucher le cercle. Mais non, mais à 3 points, c'est loin. Non, c'est loin. Mais c'est tellement loin quand t'as C'est pas loin l'habitude. et les mecs shootent de 2 mètres Ouais, derrière la ligne en plus. Mais donc, oui, mais en fait, j'ai compris ouais. plein de choses. Tu sais, en shootant à 3 points avec la ligne NBA, j'ai compris que je me dis, ah d'accord. Donc il y a les mecs vraiment à droite régulièrement, et puis tu as les mecs qui shootent de très loin. C'est perturbant. Tout à fait, Erwan. Mais les installations sont fantastiques. On va aller tout de suite dans ce qui nous intéresse. On est là pour faire une spéciale Clippers. On va profiter d'avoir Nico Batum qui sort à peine d'une journée importante pour les Clippers puisqu'il y a eu la présentation de Russell Westbrook et directement le premier entraînement. C'est pour ça qu'on est venu aussi là. Tu sors à peine de l'entraînement avec Russell Westbrook. Ouais, ça fait à peine 1 heure qu'on a fini. On a accueilli Russell parce que c'est le premier jour après le Star Break, donc c'est la première fois aussi que toute l'équipe, entre guillemets, le rencontre. Russell Westbrook, même si déjà on le connaît, on a joué contre lui. Donc non, c'était une belle première en tout cas. Une belle première. Eh bien, on va se lancer tout de suite dans le débat de cette émission. C'est les Clippers, les grands favoris de la saison. Nico, on l'a dit, donc il y a eu une conférence de presse de Russell Westbrook, la présentation ici au centre d'entraînement des Clippers, puis ensuite un premier entraînement. On va commencer par le commencement, revenir sur cette conférence de presse. Thomas, nous on a pu avoir quelques extraits sur les réseaux sociaux. On a senti Russell Westbrook presque soulagé, heureux de retomber dans une franchise qu'il le voulait. Il n'a même pas parlé de sport pour commencer, il a surtout parlé de gens qui souhaitaient, qui étaient contents de l'avoir. Ouais, clairement, c'est un truc qu'on a tous remarqué, c'est que déjà, il voulait rester à Los Angeles. Ça avait l'air d'être important pour lui. On sait qu'il a ses racines ici et qu'on ne l'imaginait pas jouer avec le Jazz d'Utah. Bon, là, je pense qu'on était tous d'accord. Hein. Fallait négocier ce buyout. Il a été négocié en quelques jours. Et on se posait la question. On a parlé de Miami, on a parlé de Chicago, on a parlé de pas mal d'équipes comme ça. Bon, très honnêtement, Nico, tu nous avais dit il y a quelques jours que ça pourrait se faire rapidement. On a vu les différents trades aussi qui laissaient une place de meneur titulaire. Moi, j'ai envie de te dire que je suis content pour un super joueur de basket. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est surtout un homme qui a eu des difficultés, qui a réussi à se relancer avec les Lakers cette saison, mais qui a besoin de sentir de l'amour. Et j'ai l'impression que les Clippers, vous lui avez donné beaucoup d'amour pour qu'il vienne. Je pense notamment à Paul George. Oui, déjà là, je crois que le plus grand fan dans la ligue de Westbrook, c'est Paul George justement. Ils ont une très bonne entente, ils sont vraiment potes entre eux et puis ils ont joué ensemble. Ça s'est très bien passé les deux ensemble. Donc non, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité d'avoir Westbrook. Et c'est ce qu'il a dit justement et je pense que c'est important pour lui parce que il a connu des choses
par sa faute aussi, peut-être pas par sa faute. Tu sais, les situations, et je sais de quoi je parle, je passe un peu trimé par là, donc moi, je me compare pas à Westbrook, mais il y a certaines situations, des moments où, voilà, qui sont bizarres dans une carrière, et des fois, ça marche pas. Et là, ça n'a pas marché. Donc voilà, ça n'a pas marché, mais on va tout faire, nous, entre guillemets, que ça marche entre nous. Voilà, on vraiment l'accueillir dans les meilleures conditions. Voilà, tout le monde le voulait, que ce soit le staff, les coachs, les joueurs, on était tous OK avec le projet Westbrook dans cette équipe-là, et on espère que ça va marcher. Petite question par rapport à ça, c'est intéressant. Est-ce que vous en aviez discuté dans le vestiaire ou avec le front office, le coach, etc., avant qu'il arrive? Voilà. Est-ce qu'il y avait une volonté collective de l'accueillir? Quand il y a eu il y a eu des rumeurs, c'est sorti. On savait que c'était une possibilité. Tu le sais, donc bien sûr que on en parle. On dit, vous en pensez quoi? On sait très bien que des fois, le fit dans une équipe n'est pas le même dans une autre. Et nous, l'équipe, comment on l'est montée, les rotations qu'on a, les joueurs qu'on a, le banc qu'on a, aussi, on est plus vétérans. Voilà, il a moins de pression à produire, entre guillemets. Et puis là, c'est plus un joueur à 47 millions. C'est un joueur qui a été coupé au minimum. À 3 000 €, une 300 €. Non, mais tu vois, je veux dire. En moins d'une semaine, c'est incroyable quand même. Il est plus considéré comme le Big Three avec les Lakers quand il était trade. Là, les attentes sont différentes, sont moindres, hein, vraiment amoindries par rapport à Westbrook. Donc voilà ce qu'on lui a dit. Genre, viens ici, sois toi-même, ne te prends pas la tête. Et de toute façon, il y a tellement de joueurs autour. Et il le sait. Et puis il nous l'a dit. Voilà, j'ai parlé un peu avec lui avant l'entraînement. Et tu sens qu'il est heureux parce qu'il sait très bien que le groupe qu'on a est différent de ce qu'il a pu connaître auparavant. Est-ce que ça a marché? Oui ou non, on ne sait pas encore. Mais il y a de bonnes chances que ça marche, en tout cas, c'est sûr. Tu peux nous parler un petit peu de Paul George, l'importance et l'influence qu'il a eu aussi dans la venue de Russell Westbrook. On rappelle que tous les deux à OKC ont fait plutôt une bonne saison et que Paul George a réalisé sa meilleure saison en carrière et ça l'a marqué. Ah oui, mais je pense que c'est aussi pour ça que c'était un des premiers qui s'est exprimé publiquement quand même, et très très tôt, par rapport à Westbrook. Et on sentait vraiment que pour parler aussi ouvertement, aussi tôt dans le processus que ça montre qu'il avait vraiment envie de rejouer avec lui, et que, comme tu as dit, sa meilleure saison était avec lui et qu'il espérait vraiment rejouer avec lui, mais peut-être dans un autre contexte, avec un autre groupe autour aussi, avec des plus gros objectifs qu'il avait avant. Parlons basket un peu, c'est ce qui va nous intéresser parce que quand on parle de Russell Westbrook, et on va parler d'autres choses aussi parce qu'il y a eu aussi une trade deadline qui a été plutôt très bien gérée, et puis il y a la suite de cette saison où aujourd'hui vous êtes redevenus parmi les grands favoris de la saison. Mais parlons de jeu, il y a eu un premier entraînement avec Russell Westbrook, on sait comment ça fonctionne, la Pierre nous a dit que justement on fait cette émission plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de jeux, Tyrone vous a fait jouer. Il l'a mis dans quelle équipe? Si tu peux nous le dire, comment il l'a fait jouer? Quel rôle il lui a peut-être déjà donné? Là, il a mixé les équipes quand même. Il a mixé pas de 5, deuxième 5. Là, par exemple, Gordon aussi était dans le premier 5, avec Mason Plumlee par exemple. Donc je pense qu'il a tourné un peu pour voir différentes situations et que les nouveaux jouaient avec des anciens, etc. Mais il est fort. Non, mais on ne va pas enlever ça. Hein, tu vois. Non, mais on peut dire ce qu'on veut. On peut le critiquer. Les gens aussi aiment bien parler des stats, mais il tourne quand même à 16 points, 6 rebonds, 7 passes cette année quand même. Tu ne tournes pas à 16, 6-7, il t'es pourri au basketball. C'est le numéro 1 en triple-double. Enfin, mais on a tous des défauts. De toute façon, tu n'as pas un mec qui est fond. J'ai l'impression que Westbrook, on pointe que ses défauts. Et j'étais peut-être l'un des rares, parce que j'ai toujours défendu ce mec-là avec vos émissions depuis des années. J'ai jamais pensé qu'un jour T'es le seul d'ailleurs dans nos émissions. Je crois que je suis le seul à avoir défendu depuis. T'as toujours dit un truc qui m'a marqué, c'est que tu disais il produit tellement de trucs qu'il faut accepter sa marge d'erreur. Exactement. Elle est énorme. Elle est énorme. Mais regarde ce qu'il t'apporte. Mais le mec, c'est un pro. Il loue pas beaucoup de matchs. Il joue. Et oui, il va faire des trucs qui sont un peu fous. Les balles vont partir. Il va louper 2-3 tirs. Mais ça dépend du fit. Et je pense qu'avec nous, avec le jeu qu'il a, et je pense qu'il a compris une chose aussi, que voilà. Il peut peut-être faire moins de folie qu'avant, mais c'est vrai que ça clique, ça peut être tellement incroyable que oui, tu tentes la chose. Et je suis vraiment content que ça soit fait. Qu'est-ce qui peut vous amener, qui vous manque? On sait qu'avant la trade deadline, il vous manquait des choses. Russell Westbrook arrive aussi sur un poste de meneur. On attendait peut-être un meneur un peu plus académique. On aime bien employer ce mot-là. Mais ça avec John Wall, en tout cas, ça n'a pas été ce qu'on avait espéré avec John Wall et avec d'autres gens peut-être qui étaient dispo sur la trade deadline. Qu'est-ce que Russell Westbrook va vous amener que vous n'avez pas encore? Il a cette dureté quand même.
Il a cette dureté, cette folie, cette attaquer le cercle quand même. Il attaque. Et c'est vrai qu'on des fois, je vois des gens, oui, on va laisser attaquer, mais attaquer. C'est vrai on tourne à 40% collectivement à 3 points. Je crois qu'on a 4 ou 5 joueurs à 38, 39 ou au-dessus de pourcent à 3 points, ce qui est énorme. Et donc, après, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va lui demander, mais je sais très bien que le staff lui a parlé d'une chose, d'un rôle qui ne sera pas ce qu'il était avant. Ça, c'est sûr. On ne verra pas le Westbrook d'OKC à tourner à 30, 10, 10. Ça, c'est pas vrai. Et je pense que lui, il le sait, tout le monde le sait. Mais voilà, il sait très bien qu'il peut nous apporter un playmaking, agressivité, au rebond, parce que des fois, on peut galérer au rebond. Et c'est vrai que ça reste un très, très, très fort rebondeur quand même, Westbrook. Et ça reste un putain de joueur. Et en défense aussi. Moi, cette année, on a joué contre les Lakers. Et en fin de match, on ne pouvait pas donner le ballon à Kawhi parce que lui, il a décidé que Kawhi n'attraperait pas le ballon. Parce qu'il a ses qualités physiques et c'est ce truc-là. Et voilà. Puis après, si je comprends un peu par où il passe, parce que je suis passé par là il y a 3 ans, et tu as ce côté revanchard. Tu en as tellement pris plein la gueule depuis que tu as envie de. Voilà, ok, regarde, je suis pas. C'est ce qui s'est passé pour moi la première année. Mais lui, le niveau qu'il a et qu'il peut avoir, si ça clique comme ça pour lui aussi, ça peut être extraordinaire. Parce que justement, ce niveau qu'il peut avoir, moi, ce qui me fait peur avec Westbrook, et j'ai tout le temps, chaque fois qu'il change de franchise, j'ai envie de croire à un renouveau. C'est que j'ai envie de croire à sa revanche, oui, mais c'est une revanche collective. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est amener ce qui vous manque pour être champion NBA. J'espère que ça va pas être une revanche individuelle, un petit peu comme quand il sortait du banc Lakers, on disait que c'était cool, parce qu'on avait trouvé un rôle où il avait du temps de jeu, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Mais j'ai l'impression qu'il était dans quelque chose qu'il voulait prouver par lui-même et pas collectivement. Mais je ne pense pas que ce soit une revanche envers les Lakers, je pense que c'est une revanche envers le monde entre guillemets du basket, mais envers lui-même, parce que je pense aussi qu'il sait qu'il a fait aussi, il a fait ce que c'est comme moi. J'ai fait des conneries, j'ai fait des erreurs aussi, et je pense qu'il sait qu'il en a fait aussi. Mais c'est un des mecs qui, avec tout ce qu'il a fait, parce qu'il était kiffant quand même à un moment donné, ce qu'il faisait à Oklahoma, ce qu'il faisait à Houston, à Washington, enfin de faire 4 saisons en triple-double, c'est quand même un truc de malade. C'est un des mecs qui mérite d'avoir une bague. Il mérite. Et je pense qu'il a atteint un moment de sa carrière. Voilà, je suis le même draft que lui. On a 15 ans en NBA. Et je pense qu'il a, ok, voilà ce que je dois faire, je le ferai pour l'avoir, cette putain de bague. J'espère que ça va se faire. Moi, parmi les trucs qui me donnent envie d'être positif et de pourquoi je crois, en tout cas aujourd'hui, que ça peut être un mariage parfait, c'est qu'il y a quand même une espèce de complémentarité de profil dans l'équipe. Il amène un truc que personne n'a d'autre. Alors, il y a des joueurs très forts individuellement, il y a des forts très joueurs sur du 1 contre 1, sur de l'ISO, il y a des joueurs plutôt bons sur pick and roll. Personne ne va dire que Paul George n'est pas un bon joueur sur pick and roll, hein, évidemment. Mais lui, il va apporter un truc que personne n'a, c'est-à-dire que lui, son but, c'est d'agresser. Voilà. Ouais. Quand on dit slasher, Westbrook, avec ses défauts aussi, hein, mais la qualité qu'il a sur le dribble et sur la puissance, il va vous apporter un truc de toujours aller chercher le cercle, toujours essayer de battre son adversaire, et ça va donner quoi derrière des différences, du drive and kick, des passes décisives, des pivots qui vont récupérer des ballons en l'air. C'est pas un truc qu'on voit assez, d'après moi, chez les Clippers. Donc là, aujourd'hui, il n'y a personne qui le faisait. John Wall l'a pas assez fait. Reggie Jackson, c'est pas du tout son profil. Il y a beaucoup d'ailiers, mais Russell Westbrook a ce profil un petit peu unique. Et en ça, vraiment, d'un point de vue sportif, il a une pièce à jouer dans être meneur titulaire et les complémentaires des stars, en fait. T'agresser non-stop, quoi. Mais si t'as un mec qui, voilà, parce que surtout quand t'as 2 gars comme PG et Kawhi sur les ailes et que tu peux attaquer. Même t'as Marcus Morris. Sur le banc, t'as Powell, t'as Terrence Mann, t'as Gordon, t'as des mecs comme moi, Zubac, Plumlee. Enfin, on est quand même armé. Donc, j'espère, il a de quoi pouvoir être lui sans se prendre la tête, en fait. C'est ce qui est important. Jouer simple, presque. Ce qui te permet de faire ça. Une des raisons qui me donne aussi envie d'y croire, il y en a pour lesquelles j'ai des doutes, il y en a une pour lesquelles j'ai envie d'y croire, c'est notamment parce que toi, tu nous parles depuis que tu es aux Clippers, tu nous parles d'un mec qui a des discours un peu nouveau, qui a un rapport aux joueurs unique, c'est Tyronn Lue. Et je ne sais pas pourquoi, mais avec tout ce que tu nous racontes depuis que tu es là, j'ai envie de croire que Tyronn Lue, il peut avoir le bon discours et donner le bon rôle à Russell Westbrook. Et il sera le manager. Et je pense aussi que Westbrook respectera ça aussi, justement. Je pense que voilà. Ça a été un meneur de jeu, Ty Lue, dans une équipe avec des gros joueurs. Il a joué avec des gros joueurs, contre des gros joueurs, coaché des gros joueurs. Donc, et puis voilà, moi j'ai vu Ty Lue, il sait comment parler à certains mecs.
Et quand Westbrook verra que comment Ty Lue parle des fois à Kawhi, à PG ou à Marcus Morris, il va se dire ok, si ces joueurs-là sont coachables, bah, je vais devoir l'être aussi. Alors je ne sais pas qu'on l'était avant, je ne dis pas qu'il n'était pas coachable auparavant, mais le mariage va passer entre les deux également. Parce que voilà, tu sais ce que je pense de Ty Lue, et s'il y a bien un mec qui saura gérer cette situation-là, c'est lui. Puis on peut imaginer qu'il soit benché, Westbrook. L'effectif là, des Clippers permet d'avoir tellement de line-up différentes. Tu peux aussi imaginer que parce que tu as un coach qui en impose, qui a des idées, qui s'entend bien avec les joueurs, hein, c'est mieux quand même. On peut imaginer certains choix. Alors là, on est en saison régulière et c'est plus simple de faire des choix. Aux Lakers, il a été benché parfois, mais dans les grandes joutes de playoffs, peut-être qu'il fera gagner des matchs, mais peut-être aussi que tu gagneras en le laissant sur le banc. Et c'est vrai que Tyronn Lue, a priori, il a tout ce qu'il faut pour faire ces choix-là. On a clairement 10-12 joueurs qui méritent de jouer vraiment. Donc sur le 10-12, tu en as 5-6 qui vont être sur le banc, quoi. Mais ça, on l'accepte tous. De toute façon, on l'accepte tous parce qu'on sait très bien que voilà, il y a des matchs, ça sera tel line-up, et des matchs, ça sera un autre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 2 joueurs sûrs. Ce sera le numéro 2 et le numéro 13. Eux, ils joueront. Le reste, ça dépend. Et tout le monde le sait. Ça, on l'a parlé entre nous et tout le monde le sait. Ça, c'est une discussion que vous avez déjà eue avec Russ. Bien sûr, pas encore, mais je pense. Mais on imagine que. Je pense qu'il l'a eu avec lui et je pense qu'il n'est pas con non plus. Hein. Non, il le sait. On parle de la profondeur de l'effectif. Justement, on a fait pas mal le tour sur Russell Westbrook. C'est le dernier arrivé, mais avant ça, il y a eu des arrivées aussi. Et nous, avec Thomas, et chez Fersim, on a beaucoup aimé la gestion de cette trade deadline, avec notamment l'arrivée de Mason Plumlee, d'Eric Gordon, de Bones Island, ce qu'on a un petit peu moins compris, mais pourquoi pas. Ça reste un joueur qui a des qualités, qui peut comme ça mettre le feu sur des matchs, mais on a l'impression que vous avez quand même coché des cases importantes pour aller jusqu'en finale et pour gagner un titre NBA. Ce qui est important, j'avais commencé avec Bones déjà, c'est il peut te décanter de situation, il est tellement rapide. Il est hyper agressif, il fait des trucs vraiment impressionnants quand même. Il est encore jeune. Il faut être affûté pour être à l'entraînement aux Clippers. Hein. J'ai joué 2 matchs avec lui, j'ai fait ah ouais, ok, le tempo il est un peu plus rapide. Non mais voilà, il peut apporter des qualités. Voilà, on l'a vu à Denver, il était 6e, 7e homme de temps en temps d'une équipe qui était première à l'Ouest. Il jouait, donc tu joues pas comme ça si t'es pas bon. Donc c'est quand même un vrai joueur. Gordon, j'adore. Gordon, j'adore parce que il remplace Luke Kennard que j'adorais, mais il apporte cette densité physique, cette dureté et cette attaque au sac. Ok, il peut tirer de partout. Il a quand même, moi, pour avoir défendu sur lui cette année, il a ce premier pas encore. Et en défense, il bouge pas, quoi. J'ai vu la dernière fois Booker, c'est le post-up. Bah, il est là, il a le répondant, quoi. Il a le répondant. Ça veut dire que défensivement, on va en revenir tout à l'heure, mais qu'il peut répondre à ça. Et le move pour nous, c'est Plumlee, ça a été le move, quoi. C'est ce qui nous manquait, ce backup big derrière Big Zo, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette pression que ok, Big Zo, voilà, il tient la baraque, mais derrière c'est Covington, Diabaté ou moi, donc c'est un peu maigre. Et si jamais il est blessé, on fait comment? Et donc là, on a un mec qui n'est pas backup, on l'a en backup, mais c'est un starter, Plumlee. C'est un starter. Et comme beaucoup de gens dans l'effectif, en fait, c'est ça, c'est un truc. Ouais. On parle beaucoup de profondeur, et je trouve qu'on en fait souvent un peu trop. Mais il y a un 5 majeur, ok, mais c'est vrai que tu peux citer 3-4 noms en sortie de banc qui ont des profils de titulaires de bonne équipe NBA. Ah bah oui. Oui. Bah là, je sais pas si Westbrook il start, mais s'il starte pas, ça ferait un deuxième 5. Westbrook, Gordon, Powell, moi, Plumlee. On peut quasiment tous starter. Et tu vois, tu ne cites même pas Covington. Et comme tu as Covington derrière, tu as Bones Island, tu as Amir Coffey, tu as du monde. Donc ouais, on a une grosse équipe. Ouais. Parle un petit peu j'ai envie que tu me parles de Mason Plumlee parce que quand on a vu qu'il avait signé, moi j'ai dit c'est exactement le type de joueur qu'il leur fallait. Alors c'est vrai que quand on est fan de NBA, peut-être pour les plus gens on se dit Mason Plumlee avec sa mécanique de tir, mais j'ai l'impression que c'est le fit. Tu sais que Mason Plumlee a fait 2 Coupes du Monde avec Team USA. C'est vrai, ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Non mais c'est un super joueur de Alors ok, des fois on sort les équipes B, mais équipe B ou pas, faut être nommé quand même dans cette équipe-là. Il est dedans. Hein. Ouais. 2014, il est champion du monde quand même. Donc 2019, on les bat, mais 2014, il est champion du monde. il est content lui d'arriver aussi là, comme ça. J'imagine que tu es à Charlotte où il faisait le taf. Encore une fois, un professionnalisme de. Écoute, on est à jouer à Phoenix avant le break.
Et la veille, on a toujours des dîners, nous, en restaurant, en équipe, tout le temps, et on mangeait avec lui. Donc, la transition Charlotte-Clippers, ouais, je l'ai faite. Et bah oui, si tu passes d'une équipe voilà, qui a pas. Après, ils ont beaucoup de blessés aussi. Charlotte, il galère un peu cette année. Et il passe à un contender, quoi. Donc, ça change tout. Ça change tout pour lui. Il est heureux d'être là. Et il a fait ce qu'il avait à faire auparavant. Parce qu'il a joué à. Avant, il était bien à Denver. Après, il a fait Détroit Charlotte. Mais là, il sait ce qu'il a à faire. Pareil, il rentre dans le moule. C'est un mec qui sort de Duke. C'est un mec qui a fait Denver. C'est un mec qui a joué à Portland. C'est un mec qui a joué aussi, qui a commencé sa carrière avec Kevin Garnett, Williams. C'est des gros joueurs quand même. Donc, il sait. Il est pas bête, ce mec-là. Et non, voilà, il connaît son boulot et c'est parfait pour nous, quoi. Est-ce que tu as une explication pour le numéro 44 ? C'est un gars qui va souvent en vacances à Nantes ou un truc comme ça La Baule. À la Baule, peut-être. Loire-Atlantique, numéro improbable. Aucune idée, c'est clair. 44, Non, mais- je sais pas du tout. Tu vois. Il y a un truc qui est fou dans tout ça aussi, c'est que tu as parlé de revanchard pour Westbrook. Tu que des profils comme ça qui avaient besoin d'être dans une équipe qui a de l'ambition. Je pense à Eric Gordon qui revient aux Clippers. Il aurait dû être le titulaire pendant des années des Clippers. Bon, ils sont allés faire Chris Paul et ils ont bien fait à l'époque. Plumlee qui était à Charlotte, il vient dans un projet où enfin il peut avoir de l'ambition. On peut citer tous les mecs, mais ça marche pour toi quand tu arrives. D'être dans une équipe comme ça qui vise le titre. Il y a le côté revanchard, baroudeur aussi, qui a beaucoup bourlingué. En général, c'est le genre d'équipe qui va au bout. Hein. Très clairement, qui ajoute des gens qui ont d'expérience ici ou là sur des manques identifiés. Tu sais, les champions de titre, on aime bien dire quand on fait les débriefs de finale NBA qu'il y a un supplément d'âme. Ouais. Et je trouve que le supplément d'âme vient souvent de joueurs ou très forts, de très haut niveau, ou des joueurs revanchards. Je trouve que les revanchards, quand c'est des bonnes revanches à prendre et que c'est pas que axé sur soi-même, ça amène des suppléments d'âme. Parce que tu sais d'où tu viens, tu sais que tu en as chié. Et que je pense à un mec comme Eric Gordon qui ça fait 2 ans qu'il joue dans une équipe qui joue. Rincé, dis-le, rincé rincé l'équipe des complètement, Rockets. Hein. et qui là va se retrouver à même projet. pouvoir jouer le Non, titre. Vous n'avez pas le même projet. voilà, Vous n'avez c'est pas le ça, même projet. voilà. Gagner des matchs, bon, C'est bien dit, Nico. C'est pas le même projet. clair. C'est sûr. Et j'ai l'impression que, en plus du joueur idoine qu'il fallait pour des postes qui vous manquaient, j'ai aussi l'impression que le profil humain, le profil du mec, ça y est, je vais avoir ces crocs-là. C'est-à-dire que quand on va falloir se faire une grosse défense en play-off, il va pas, tu sais, lui, il sait d'où il vient, donc il va faire l'effort plus. J'ai l'impression que là-dessus aussi, sur les profils, basket et un peu plus, vous avez été très bon. Oui, c'est pas bête. Après, maintenant, il n'y a plus qu'un, parce que tout ça, c'est Ouais, bien beau. c'est clair. C'est le papier, ça. Moi, Ça, j'avais c'est une bien question. beau. On parle donc de l'arrivée de Westbrook, on parle de la trade deadline, mais surtout la grande news chez vous, c'est que j'ai l'impression que vous êtes au complet et que Kawhi T'as vu et son Paul niveau George sont à 100%. Ouais, surtout Kawhi, sur 17 derniers matchs, c'est à 30 points de moyenne. Quoi. Ça, il est à 100%. Bah, quand je l'ai vu mettre un dunk sur je sais plus qui en drive sur jeu placé, il a fait un pick and roll, il est quasiment à l'arrêt, il fait un dribble, et après il fait un premier pas, un 2, montant sur un mec de 10, je crois que c'était contre Denver. Je me suis retourné vers les mecs derrière, mais tout le monde s'est retourné vers les kinés, tout le monde s'est regardé, on a fait OK, he's back, c'est bon. Parce que la tournée à 30 points de moyenne, mais je crois que c'est cette action-là, ça a été un déclic pour lui, de faire un dunk sur un mec sur jeu placé. Ça a été le déclic, je crois que c'était il y a un mois et demi. Ouais. Et depuis, je crois qu'il tourne à 30 points de moyenne. Paul George, c'est pareil, il a eu quelques petits problèmes de blessure, et puis c'est depuis qu'il est revenu, on le voit vraiment dans un rôle. Il est complet, Thomas, il est partout, il joue meneur, il score quand il faut, Disons qu'ils n'ont pas du tout le même rôle et le même profil. C'est vrai que Kawhi, on va dire que c'est un soliste. Quand il a la balle, on sait qu'il va être agressif et qu'il va tirer. Voilà. Disons-le. Paul George, tu peux pas en avoir deux comme ça en fait. Surtout à il a l'aile. plus sa balle en main. Il est Et plus dans la création, playmaker. Pour lui, pour les autres. Tu vois, Kawhi ne monte pas le ballon par exemple. Absolument. Il monte C'est pas un le vrai ballon. poste 3 à Un l'ancienne. poste 3, voilà, il se démarque, il prend la balle dans sa position et puis il crée ses trucs. Que PG lui va vraiment monter la balle dès le début, enfin plusieurs façons, ils sont bien complémentaires, c'est totalement différent. Ouais, je suis d'accord. Vous êtes revenu au complet, vous avez fait une bonne trade deadline. Hier, Russell Westbrook est arrivé. J'ai l'impression que tout va bien en ce moment, les voyants sont au vert, on voit beaucoup de sourires quand on croise même les gens dans les bureaux, il y a beaucoup de sourires quand on est arrivé dans la salle. Il n'y a pas que vous qui avez bien géré la trade deadline, il y a eu quelques mouvements aussi, notamment en Arizona, Kevin Durant qui arrive à Phoenix. Relou, non? Ouais, ils sont tous pointés là. Restez à l'est un peu là. Merde. Kyrie à Dallas. En plus, quand on a appris le truc de KD, on venait de jouer les matchs, le premier match de Kyrie.
Et j'arrive dans le garage, donc tu as les parkings, tu as le bus, tu as nos voitures et tout le monde attend les voitures, tout le monde parle. Et là, tu as la news qui tombe. Et tu as eu un blanc dans tout le parking. Et là, t'entends Holy shit, fuck, dans tous les côtés. Là, tout le monde a Jason Kidd qui était comme ça sur son téléphone. Enfin, tout le monde a capté le truc de ah, c'est chaud. Et en plus, sans donner CP, Book ou Ayton. Enfin, ouais, c'est incroyable. Quel move. Aujourd'hui, c'est. Jamorant disait qu'il était fine avec la conférence Ouest. Belle déclasse, Ouais, bien vu déjà. Aujourd'hui, je sais que faut sous-estimer personne. Aujourd'hui, c'est qui pour vous le grand rival? Je pense que Dallas est un peu court-vêtu, mais que Phoenix apparaît comme le grand rival. Non, même avec ce qui s'est passé pour moi, Denver reste la meilleure équipe quand même. C'est la plus en place. C'est la même équipe. Ils ont juste rajouté KCP et Brown, mais c'est la même équipe, quoi. Et eux, toi, ils ont tous ces automatismes que nous, on va essayer de mettre en place en 20-21 matchs, que Phoenix va essayer de mettre en place en 20-21 matchs. Memphis, ils ont commencé à mettre ça en place, mais ils sont encore très jeunes. Dallas, pareil. Donc, toi, c'est juste nous, tout le monde va essayer de créer un truc en à peine 2 mois. Denver, ils l'ont déjà, ce truc-là, depuis 2-3 ans. Donc, mais après, c'est sûr que playoff time, ça va être la folie, quoi. On n'a jamais vu ça aussi ouvert, en fait. Oui, Ouais, putain, en plus j'ai oublié t'as les Warriors. T'as les Warriors, pourquoi pas les Lakers, les Lakers, moi j'arrête pas de dire, s'ils vont dans les 8, personne va vouloir les jouer. Si 4 revient, Minnesota peut être chiant à jouer. Est-ce que ce serait pas l'année fantastique pour jouer les Lakers en playoff? Enfin, un Clippers on n'est pas Lakers. revenu de ça, moi j'en suis revenu vers Erwan. Il y a 2 ans, là, on y croyait à fond. Non, je sais pas. Ce serait top, oui. Avec en tant que fan extérieur. Avec le drama, Westbrook serait pas content, ça y a pas de doute. Fan extérieur, ça serait, oui. Les gens attendent ça depuis 2019. Ça fait 4 ans que les gens attendent ça. Donc bien sûr, si tu en parles en tant que fan de basket, bien sûr que oui. On est revenu, malheureusement. Tu te souviens, les premiers trucs, Battle of LA, on en faisait des tonnes mais et tout. même quand on les joue, il y a un petit truc quand même qui se passe quand on se joue l'un contre l'autre. Parce que vous les tapez surtout. Non, oui. Mais quand on se joue l'un contre l'autre, il y a un truc. Toi, l'atmosphère est quand même différente que toi, tu vas recevoir Milwaukee ou Philly ou Brooklyn à l'époque avec KD. C'était pas pareil. L'atmosphère n'est pas pareille que quand eux, on les joue en saison régulière. Les playoffs, on l'a dit, sont très ouverts et on a l'impression, plus que jamais, mais comme souvent d'ailleurs en playoffs, que la différence, elle va se faire défensivement. Et défensivement, on sait que c'est un des aspects de jeu sur lequel on vous attend beaucoup, parce que quand Paul George signe avec Kawhi aux Clippers, on se dit que ça peut être l'une des meilleures défenses de la Ligue. Ça n'a pas toujours été le cas. On a l'impression que des choses se mettent en place. Et là, je vais faire la passe par la palette à Toto. Absolument, très bien. Allons sur une palette. Allez, petit jingle. Même en extérieur, on fait quand même une palette à Thomas qu'on va forcément adapter. Il a une très jolie tablette qu'il va montrer à Nico. Et puis nous, on vous mettra en double écran l'action, vous inquiétez pas. On sait faire du montage. Toto, à toi. Absolument. Alors Nico, c'est simple. Sur la tablette, on a 4 actions. C'était contre les Mavs, qui n'est pas encore Kyrie. Donc voilà, ne t'offusque pas. Mais ce qu'on voulait voir ensemble, c'était les préceptes défensifs que vous mettez en place pour les Clippers. Donc vas-y, on va lancer la première vidéo. Et tu vas nous décrire un peu ce que tu vois et ce que vous essayez de faire sur un joueur comme Luka, un porteur de balle, hein, bien sûr, vous le savez. Sache que pour info, tu auras toujours une première action qui part plein badin, et puis ensuite il y a une petite palette avec ce qu'on fait. Donc je t'invite à me dire ce que tu vois et ce que vous essayez de faire. Ce qui est important avec Luka là, sur cette action-là, c'est vraiment de montrer, de fermer le terrain en même temps, parce que c'est un très 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 bon passeur, mais après il faut faire des choix. Mais montrer vraiment une présence, que tout le monde a quasiment un pied dans la raquette. Quasiment tous, quand il drive, c'est de fermer les portes et le forcer à faire la passe le plus dure possible. Tu peux rien lui donner, parce que ce genre de mec, quoi qu'il arrive, trouver quelque chose. Mais il faut trouver que ce soit la plus dure possible, le tir le plus dur possible, la passe la plus dure possible, et surtout que l'équipe qu'on a, voilà, les rotations qu'on peut faire, les agilités, les ailiers qu'on a, tu peux mettre Luka dans la panade. Alors après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que Luka Doncic, il a toujours des gros stats contre nous, mais on essaie vraiment d'éteindre ce qu'il y a autour. Voilà. Luka peut en mettre 46, mais s'il met 46 et que l'équipe autour n'est pas dans les meilleures conditions, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et là, sur cette action-là, on est parti en mode où on ferme tout, mais on ne laisse rien, surtout aux autres. Et des fois, Luka, il va trouver le moyen d'en mettre 45. Hein. Ça ressemble un petit peu au Jordan Rules.
tout simplement. Sans les brins, mais sans les bras, sans les coups de coude. Et sur ce match-là, on se souvient que Luka avait eu un petit pourcentage. Hein. Vous l'aviez vraiment beaucoup contrarié en lui laissant des tirs, certes, mais des tirs toujours compliqués. Ouais. Bah oui, là en plus sur la prochaine action, c'est. Je mets la deuxième action. Mm. Encore une fois, toujours l'idée qu'il y ait un gars qui aide et qui ferme les portes. Qui aide, voilà, c'est que des fois on se met à deux dessus, c'est que avant qu'il dribble, on ferme. On ferme un peu, on a un triangle derrière, mais on met toujours 2 joueurs devant lui. Dès qu'il se met à dribbler, là on s'est carrément pris à 2 parce qu'on veut pas qu'il ait le ballon non plus en main. Si Luka Doncic n'a pas le ballon, c'est plus le même joueur. Donc des fois, voilà, dès qu'il a le ballon, et après derrière, c'est 4 contre 4 et on part sur un pari de ok, vous 4, battez-nous à 4 contre 4 ou à 4 contre 3 selon les rotations parce qu'on a les rotations derrière. Et là, c'est ce qu'on fait, on a les rotations et après on a les joueurs pour contenir. Sur cette action, il n'y a pas Zubac sur le terrain, vous êtes clairement. Surtout quand on joue small ball. Quoi. Arrière ailier. Ouais. Clairement, tout le monde peut changer sur tout le monde. C'est là justement qu'on a fait il y a 2 ans en playoff, hein, qu'on a 0-2, on pense en small ball et on a fait quasiment cette défense-là. Tu vois. Et ça, je mets une troisième action. Troisième action, on est en deuxième mi-temps cette fois-ci. Et Luka va prendre un pick and roll. Et il va y avoir des choix très forts, c'est même carrément de laisser les autres gars ouverts tout simplement et le laisser tenter un truc hyper difficile. C'est surtout aussi quand Zubac se retrouve face à un gros porteur de balle. Voilà, là ce qu'on appelle le vire, surtout quand c'est un shooter, donc du coup le défenseur sur l'écran doit sortir. Bon là Mouk qui repart en retard mais il est dessus, mais dès que Zubac se retrouve maintenant face à Luka, le but c'est que là de faire lâcher le ballon Luka Doncic justement. Donc du coup, s'il n'a pas le ballon, c'est différent. Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais sauf qu'on on a tellement d'agilité autour qu'on peut essayer de couvrir le terrain et faire les rotations. Et sur ce match en particulier, ça s'est très bien passé, en tout cas, c'est sûr. On se souvient en play-off, vous changiez beaucoup et vous laissiez Zubac tout seul, même sur Luka. Est-ce que ça, c'est un truc qu'on ne verra plus parce que c'est moins partie du jeu, mais moins qu'avant. Un peu moins, je pense. Je sais pas, mais franchement, je pense pas que ça se. Surtout que l'équipe qu'on a maintenant, défensivement, je pense qu'on est plus complet qu'on était il y a 2 ans. On est plus fort et plus complet qu'il y a 2 ans, donc je pense pas que ça se reverra. Quatrième action. Et là, tu t'en souviens, j'imagine, puisque c'est quand tu vas nous régaler sur le petit contre sur Luka, du un contrat bête et méchant. Là, en plus, là, c'est une erreur parce qu'on était au début de match et on devait le trap. Donc, je vais l'amener dans l'écran et puis il m'a mis un cross, donc il m'a eu. Donc, c'est une erreur. Parce que même Zubac, il m'a engueulé derrière, sur le temps mort derrière. Ah, tu te fais disputer par Zubac Zubac, non, quand Zubac, on ne sait pas que c'est call, il se vénère contre la personne qui l'écoute pas. Mais normalement, je vais l'amener dans l'écran, sauf que j'ai fait de l'autre côté. Mais j'arrive à récupérer, donc voilà, après, sans sauter, j'arrive. On va dire, à gêner son tir, mais ouais, j'ai eu de la chance là-dessus. Il y a un truc quand même avec les Clippers, c'est que vous êtes censé avoir les meilleurs défenseurs. Sur toutes les positions, en tout cas à l'aile. Quand on pense à Kawhi extérieur, quand on pense à Paul George et à Kawhi Leonard, et pourtant, depuis qu'ils sont là, depuis que tu y es toi aussi, on n'a jamais eu cette impression d'assise défensive hyper robuste, impénétrable. Il y avait un espèce de fantasme au début. Oui. Et il n'y avait même pas de Beverley, on pensait à tout ça, etc. Mais finalement, on l'a jamais vu. Ça s'est plus vu en playoff, justement, je pense. Après, saison régulière, oui, on n'a jamais vraiment encore montré ça. On a eu des flashs. Parce qu'en début de saison, je crois, juste avant les 40 premiers matchs, on était quand même deuxième défense de la NBA, quoi qu'il arrive, quand même. Donc, on peut le faire. On est deuxième défense sans vraiment montrer ce qu'on peut faire. Donc le potentiel est là. Donc il va falloir un moment le mettre en place. Et maintenant qu'on a des mecs comme Westbrook ou Plumlee, parce que le truc qu'on avait un peu de problème aussi, c'est les rebonds. C'était finir les actions. C'est là où on galérait quand même. Et là, on a rajouté quand même des mecs de taille, des rebondeurs. Donc Kawhi va plus rejouer. PG, pareil. On a quand même des mecs qui peuvent prendre des rebonds. Donc ça peut être intéressant si ça clique bien. C'est quoi la place de la défense dans les discours de Tyronn Lue ? Numéro 1, de toute façon, on sait très bien que si on stoppe les gens, offensivement, ça peut tourner. Donc il ne peut pas y avoir vraiment d'inquiétude en attaque. Mais c'est vrai que si défensivement, on avait mettre notre assise et vraiment imposer notre rôle et finir les actions surtout, c'est un peu notre problème, c'est de les finir. Parce que des fois, on fait des séquences magnifiques, mais on ne finit pas les actions. Donc si on arrive à les finir au maximum, oui, ça peut être intéressant.
On a l'impression surtout que quand je vois là sur cette séquence face à Dallas, qui reste un match parmi tant d'autres, mais on dit que ça va mieux les Clippers depuis 2023, mais on parle beaucoup de l'attaque. C'est vrai, Kawhi, tu l'as dit en début d'émission, il tourne à 30 points depuis 7 matchs. On a retrouvé le vrai Kawhi, mais moi surtout ce qui m'impressionne, c'est vos séquences défensives. J'ai l'impression que de match après match, vous arrivez quand même à faire des matchs de plus en plus complets de ce côté-là, et que si vous arrivez à le faire sur 40, 42 minutes, ça risque d'être très très compliqué par rapport quand je vois les concurrents. Tu parlais de Denver tout à l'heure. On sait que Denver, c'est une 13e, 14e défense NBA. J'ai du mal à croire qu'une défense qui n'est pas top 10 NBA puisse être champion. Vous, j'ai l'impression que si défensivement il y a quelque chose qui se passe, collectivement, ça va être très compliqué. On sait très bien qu'il va falloir se concentrer là-dessus. De toute façon, ça va être importantissime parce que on n'est pas équipe à plus jeune non plus. Donc voilà, c'est important, c'est les transitions, c'est les finitions d'action qui va être vraiment importante pour nous. Parce que sur jeu placé, oui, on peut être défensivement, c'est très bien. C'est pour ça qu'on joue contre, les équipes jouent contre nous, tu sens qu'elles poussent le tempo. Parce que c'est peut-être ça notre tendon d'Achille un peu. Notre tendon d'Achille. Mais sinon, on sait très bien que défensivement, oui, si des efforts sont faits, oui, on peut être très costaud, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un truc même qu'on peut reprocher à l'équipe, c'est de ne pas assez courir. Alors est-ce que c'est parce que tu ne fais pas les stops qui te permettent d'avoir ces ballons de relance, ou est-ce que jusqu'à ce que Westbrook soit là, tu n'avais pas les mecs pour pousser la balle? Tu vois, c'est peut-être entre les deux. Oui, après ça c'est des trucs qu'on va devoir mettre en place dans les 4-5 prochains matchs. Et le mois de mars va être hyper important pour nous. Surtout par rapport à ça, de mettre en place des choses. Bon, ce qui est bien, c'est que dans le premier match de Westbrook, c'est contre les Kings. Donc au moment où on parle, le match n'a pas eu lieu. C'est l'équipe qui court. Donc on verra si vous allez suivre le rythme. Fox, qui est peut-être numéro 1, c'est clair. Pousser le ballon. Donc intéressant. Ça va être très intéressant, exactement, à suivre la mise en place encore un peu plus de la défense des Clippers dans leur quête de titre. On a fait le tour, Nico. C'était passionnant, comme toujours. C'était vraiment passionnant. Écoute, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Chaque fois qu'on est tous les trois, tu sais comment ça se finit. Quiz. Allez, en bras de fer, c'est facile par contre. En bras de fer. Attends, j'enlève mon outil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, c'est le retour du quiz de Polo. Même pull qu'Arwan, mais pas la même coupe de cheveux. Comment ça va, les gars? Je suis désolé. J'ai bien préparé pendant les petits 3 quarts d'heure d'émission. J'espère que tu as confiance, un petit tacle à tonton. Écoute, très bien. Briller aux dépens des autres. Toujours. Pas de micro, moi, Arwan, donc si tu veux. Oui, le système D de la First Team. On est avec 3 micros, je suis désolé. Non, aujourd'hui, petit quiz un peu simpliste. On est à Los Angeles, une énumération et un qui suis-je qui concerne l'une ou l'autre des franchises. Et la première énumération, ce sera de me citer des joueurs qui sont passés aux Lakers, mais aussi aux Clippers. D'accord. Et on commence avec Nicolas Batum, puisque tu es notre invité aujourd'hui. Donc, les deux franchises, vas-y. Les deux franchises, ouais. Pas de Beverley. Pas de Beverley. Russell Westbrook. Ah, on le compte, lui. Est-ce qu'il a joué Russell Westbrook? Attends, les gars, vous rigolez ou quoi? Bien sûr que c'est accepté. Moi, je dis Lou Williams. Tout à fait. Steve Blake. Steve Blake, tout à fait. Pas mal. Ronny Turiaf. Ronny Turiaf. Oui. Matt Barnes. Matt Barnes, évidemment. Oula. Putain, ça. Montrezarel. Tout à fait. Tout à fait, Montrezarel. Nick Young. Nick Young, oui. Zubac. Ah, oui. Lamar Odom. Tout à fait. J'en ai encore au moins. Sacha Vujicic. Tout à fait. Validé. Caron Butler. Caron Butler, oui, validé aussi. Pas mal, hein? Bien joué. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a. Ouais, avec des noms qu'on ne soupçonne pas, que je ne soupçonnais pas. Donc peut-être que vous si, mais pas moi. Ryan Scott. Tout à fait. Il me semble que je l'ai vu dans Ouais, liste. il a joué aux deux, c'est sûr. Ouais. Aaron Scott aux Clippers, bravo. Ouais. Il a commencé là-bas. Attends, Ron Harper. Oh, c'était mon prochain. Merci, tu m'as donné Radmanovic. C'est comme il est mauvais. Ouais, bah attends, j'ai dit Ron Harper de fou. Merde, quelqu'un qui a joué aux deux. Il y en a encore pas mal. Il en reste beaucoup. Des trouvables. Si même moi je les connais. Oh la honte. Rondo. Rajon Rondo, tout à fait. Rajon Rondo. Ouais. Ah bah oui, Rajon Rondo, bah oui. Validé. Rajon Rondo de ouf. Attends.
Alors, j'ai un problème avec Byron Scott, je n'étais pas dans ma liste, Nico. Je checkais là en même temps. Il a commencé, Alba. Je- Il a commencé, il a Aux été Clippers trade. Il a été trade derrière contre le meneur qui était à côté de Magic, là. Ryan Dixon. On Je va te te fais faire confiance. Dixon confiance. contre lui, quand c'est sûr et fais certain. Je te fais confiance. C'est Le, faux, le franchement, chat, c'est le ça. chat nous C'est- tirera les oreilles si c'est pas vrai. C'est Dixon contre lui. Moi, je suis en train de sécher en tout cas avec vos histoires là. Tu sais, Sharwan, attention, hein, Attends, j'ai lancé un décompte. Ouais, tu vas voir. Hein. Je vais sortir comme ça salement. Allez, 10. Alors, je lui ai donné Radmanovic, j'ai pas payé. Jordan Farmar. Jordan Farmar, c'est validé. Cool. C'est validé. Ah, bravo. Wow. Moi d'être ici, ça me fait Lourd. Oh, bien joué. Est-ce que Tyronn Lue n'a pas joué dans les deux équipes? Tyronn Lue, je check. J'ai un doute. Hein. Je check. Coach, ça compte pas, on est d'accord. Le hein. lettre- Oh. Ouais. Ah, j'ai l'impression Je que. ne le vois pas. D, E, F, G, H, J, I, J. Il n'y a pas de L. Il n'y Allez, a pas de pour moi. joueurs qui ont. Demarcus Cousins. Demarcus Cousins. Oui. Oh oui, c'est oui. Bah, écoute, c'est C'est pas oui, dans ma c'est liste, un mais gros oui, oui, oui. c'est un gros oui. Oui, c'est validé. Merci, merci Wikipédia hein, pour la liste. hein. Attends, vas-y, il va pas gagner chez lui quand même. J'aime bien venir gagner à l'extérieur. C'est bien qu'il n'y a pas de décalage jusqu'au. C'est pas cette excuse de 2-3 secondes de décalage via caméra là. C'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs. Ouais, hein. Sinon, c'est on bien, restait c'est chez bien, nous. c'est bien. Attends. Steve Blake, tu l'as dit. Allez, Arwan, il va falloir Ouais, me je donner sais, une je réponse sais, là. Je sais. Tu sais que j'aime bien quand les Ah, émissions j'ai sont envie de dire rythmées. Ron Artest, mais non, il a pas joué aux Clippers. Ron Artest, non, je n'ai pas de Non, nom. non, Ah, c'est une victoire de Nico. Non, Kwame Brown. Non, il Kwame passe Brown, non, Brandon Bass, vous n'avez pas dit. Ouais. Avery Bradley, vous l'avez dit. Ah oui, Avery Bradley. bien joué. Reggie Bullock, Doug Christie, Ah ouais, Darren ouais. Collison, Larry Drew, Jared Dudley, Wayne Gabriel, Wayne Gabriel, pardon. Ah oui. Gabriel. oui. Smoosh Parker, vous n'avez pas Dernière. dit notamment. J'y pensais, Smooch Parker. J'y pensais. Je sais pas Karim si- Rush, Lance Stephenson, vous l'avez pas dit, il me semble. Stephenson, Ouais, c'est c'est vrai. Et après, ouais, Von Weffer. Bon, après, ouais. Ouais, c'était plutôt pas mal. On va Franchement, faire les jeux en Europe. franchement, c'est propre. Exact. Bon. Voilà, je t'en un peu mon savoir. Bon, Nico a pris cette première manche, mais vous connaissez les règles. Hein. Mieux que personne, tout se joue sur le fameux qui suis-je. Je ne donne pas d'indice, mais le premier, ce serait quand même qu'il y ait un rapport avec la ville dans laquelle nous sommes actuellement. Je suis né en 1975, j'ai donc actuellement 47 ans. Passé par la fac de Cincinnati, je me présente à la draft 1998. Je suis drafté au deuxième tour, à la 31e position par les Los Angeles Lakers. Le 5 février 1999, je débute une carrière de 10 ans en NBA, dans la Grande Ligue. Cincinnati, il est drafté par les Lakers. Drafté par les Lakers. C'est en Excel. Non. 98, Aïe, aïe, il y a aïe, All-Star cette année-là. aïe, Quand Il même. a voulu flamber. C'est en 95 Oh, en ouais. Excel. Il a voulu flamber. Oublie la nuit. Draft Il a en voulu flamber. 95 en Ah Excel. C'est l'émotion. Donc il a fait 10 ans NBA, je vous l'ai dit, et 6 franchises visitées, parmi lesquelles les Lakers donc, chez qui il est drafté, et aussi les Clippers, chez qui il termine sa carrière. Une saison dans chaque équipe, mais c'est ailleurs qu'il se fait remarquer. À Seattle entre 99 et 2001, mais surtout avec les Jay Blazers de Portland, du coup début des années 2000. Poste 3-4 atypique, Bonzi. Wells. Bonzi. je mesure 1m96 pour plus de 100 kg. Après avoir tourné autour des 10 points de moyenne à Seattle et à Portland, je fais une piche correcte à Denver, une saison pleine aux Bucks en 2007, où je tourne à 15 points et Ruben 5 rebonds de Patterson. moyenne. Pardon Ruben Patterson. Ruben Patterson. Oh. Si. Ruben Patterson. Les Lakers, Patterson. Ouais, bah, Ouais, drafté par les Lakers. Le il- Kobe. 5 000 € le voyage. Le pour Kobe. vivre le match sur son papier. Le père quand même. Ouais, c'est- Sur Ruben Patterson. C'est une victoire nette et sans bavure, j'ai l'impression, de Nico. On vient là, un truc Clippers et tout, tu me fais un truc Ruben Patterson. Sans déconner, quoi. Tout ça pour ça. 11 000 € de voyage pour passer sur Ruben Patterson. Putain. Ah, je te laisse rendre la main, mon vieux. Mon vieil. Merci en tout cas, c'était super. Merci, C'était merci cool. aux Clippers vraiment de Ouais. nous avoir permis ça, Nico. Avec grand. Tu as été un joueur NBA, tu as été un mec de la prod, comme on dit aussi. Tu as tout géré à distance. Ça a été C'était un peu fantastique. cata, mais. Aujourd'hui, non, mais peu cata. tu t'es entraîné et en même temps, on recevait des messages pour dire vous pouvez venir à ce moment-là, à ce moment. C'est Tac, clair. t'as l'entraînement avec C'est Westbrook, clair. l'entraînement avec Westbrook, c'est terminé. Tu as les doucher en 2-2. Tu as fait une émission avec nous. Un grand merci. On a vraiment de la chance. On a eu vraiment de la chance. On est ravis. Ouais, absolument.
Clément et puis on a rencontré Moussa Diabaté. Et ça c'est quelque chose à C'est- vivre. C'est quelque On chose. va le hein. faire une interview. On Oh va là. absolument le faire une interview. J'ai beaucoup de choses à raconter apparemment, Moussa. T'organises ça Beaucoup de toi-même, choses hein, à- c'est sans moi. beaucoup de choses Belle énergie. Merci Polo, merci Chris, merci Thomas, Terchoud, merci Lindsay, on embrasse tout le monde mais on se retrouve lundi, non, on sera encore à Los Angeles, je sais pas quand, suivez-nous sur les réseaux. Ouais, autour de lundi, on fera peut-être une autre émission en direct d'ici. Ouais. Ouais. Suivez-nous sur les réseaux, voilà, en tout cas nous on va finir cette journée incroyable. Grand plaisir, les gars. Comme d'habitude. Salut les gars. Oh